Tous les orateurs motivants que j'écoute sont comme tous les entraîneurs de football et ils ont tous ces grandes leçons de business. Pourquoi est-ce ainsi? Cela semble être une condition préalable. Le leadership est essentiel dans le sport, je pense. Les équipes qui ont un excellent leadership, elles sont capables de pousser les joueurs à jouer à leur meilleur niveau. C'est une bête. Eh bien, évidemment, vous ne l'aimiez pas. Il est en train de partir pour être noté à la télévision. C'est inutile. S'il s'agit de Dorian Hibb, ils n'ont pas à le prendre. Seuls les gars dans la pièce comptent vraiment. Il ne semble pas gêné par mon style de jeu. Chris Pronger joue sur le fil du rasoir. 8 suspensions et plus de 1500 minutes de pénalité. Pronger est l'un des joueurs de hockey les plus imposants et intimidants. Le trophée Norris va à Chris Pronger des Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce qui rend quelqu'un grand? D'abord, le talent. Ensuite, la discipline et le désir constant d'amélioration. Certaines personnes pensent qu'elles travaillent dur jusqu'à ce qu'elles commencent à travailler à côté de quelqu'un qui travaille dur. Comment vous êtes-vous correctement préparé? Quelle était votre stratégie? J'ai aussi fait mes premières erreurs. Donner une bonne erreur donne une erreur, je ne sais pas pourquoi. Bienvenue à Success Story, je suis Scott Clary, votre hôte. Le podcast Success Story est du réseau HubSpot. Le réseau de podcasts de HubSpot offre maintenant d'excellents podcasts, comme My First Million, présenté par Sam Parr et Sean Puri. Ils interviewent certains des leaders d'affaires les plus incroyables. Alex Ramosi, Sophia Amoruso, Hassan Minhaj, qui partagent leur parcours vers le succès et comment ils ont fait leur premier million. Dans un épisode récent, ils ont présenté les animateurs du podcast Acquired, Ben Gilbert et David Rosenthal, pour discuter de la manière dont ils ont développé leur podcast de plusieurs millions de dollars, Ne dormez pas sur My First Million. Pour être inspiré et apprendre des meilleurs, écoutez My First Million sur votre plateforme de podcast. Mon invité aujourd'hui est Chris Pronger, un Canadien, ex-défenseur de hockey sur glace et ancien conseiller des Florida Panthers. Sélectionné en deuxième position par Hartford Whalers au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 1993. Pronger a évolué pour Hartford, St. Louis Blues, Edmonton Oilers et Anaheim Ducks avant d'être transféré aux Philadelphia Flyers avant la saison octobre 2009. Il a été capitaine des Blues, Ducks et Flyers. Il a concouru au final de la Coupe Stanley avec Edmonton, Anaheim et Philadelphie, gagnant la Coupe avec les Ducks en 2007. Pronger a gagné le trophée Hart comme le joueur le plus précieux de la Ligue nationale de hockey en 1999, 2000 devenant le premier défenseur à gagner ce prix depuis Bobby Orr. Pilier de l'équipe Canada, Pronger a remporté des médailles d'or olympiques aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 et 2010 et est membre du Triple Gold Club. En 2017, il a été nommé l'un des 100 plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Nous avons discuté de son parcours en hockey, des leçons commerciales et de leadership tirées du sport, de la façon d'être dans le top 0,01% de toute profession, des problèmes financiers des athlètes professionnels, de pourquoi plus de 50% des athlètes font faillite, des principes d'investissement personnel de Chris et des enseignements tirés de l'investissement dans la construction et l'expansion des entreprises. Probablement le moment le plus crucial a été ma 4e année, enfin la 3e année, à la sortie de ma 3e année, entrant dans ma 4e année, j'ai rencontré un entraîneur. En fait, c'était ma 4e année. J'ai rencontré un entraîneur. Vous savez, j'avais une épaule douloureuse. J'avais un mauvais genou. Vous savez, je mangeais comme des gaufres d'angle le matin. Je mangerais, vous savez, toutes ces choses. Vous savez, à 21 ans, vous pouvez manger ce que vous voulez. Et je suis entré, j'ai rencontré l'entraîneur. Il a dit, d'accord, marche d'ici à là. Et j'ai marché 6 pas. Et il m'a juste regardé pendant une seconde. Il dit, tu as une mauvaise épaule. Je suis comme, ouais. Je dis, ouais, je pense que j'ai blessé ma coiffe des rotateurs. Il est comme, tu as un mauvais genou gauche. Je dis, ouais, un peu douloureux. Il est comme, d'accord, je l'ai. Il commence à me saisir et à me pincer. Et je suis comme, d'accord. Il est comme, ouais, nous devons comprendre cela. Nous allons, qu'est-ce que tu manges? Puis il a traversé comme un jour de régime. Ouais, je mange des égaux, j'y vais, j'ai besoin de glucides. Il est comme tu es fou. Et il a commencé à passer en revue mon régime alimentaire et à passer en revue mon programme d'entraînement, le simplifiant vraiment et dévoilant vraiment les couches de l'oignon à chaque segment du processus et balayant tout et recommençant à zéro et en quelque sorte construire une base. Et à partir de ce jour-là,
chaque année était un processus jusqu'à ce que 3 ans plus tard, je gagne le meilleur joueur et c'était un processus de construction de blocs et de construction sur chaque bloc et d'obtention de cette base, une nutrition constante, manger correctement tous les jours. Comment cela fait-il se sentir votre corps? Alimenter correctement votre corps, puis s'entraîner correctement et ne pas être dans la salle de sport pour voir combien vous pouvez soulever, mais plus d'exercices fonctionnels après la saison, en utilisant les 2 ou 3 premières semaines pour réhabiliter les blessures et stabiliser vos muscles que vous ne sentez vraiment pas que vous utilisez, mais que vous savez que vous utilisez et réparer vos épaules, vos genoux, des choses comme ça qui vont permettre à vos quadriceps et à votre poitrine et à votre dos de vraiment faire ce qu'ils sont censés faire. Et donc, alors que je traversais et construisais chaque été, chaque année, chaque saison, vous savez, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise, vous savez, apprendre comment j'avais besoin de jouer, mais aussi plus hors de la glace et apprendre comment j'avais besoin de m'entraîner, apprendre comment j'avais besoin de manger. Et ensuite, à partir de cette base, je n'ai cessé de m'améliorer et de comprendre. Et en utilisant ce même système et outils, j'ai ensuite commencé à mettre en œuvre des processus similaires dans l'investissement et comment je gère mon argent et juste une sorte d'utilisation, vous savez, en démolissant tout jusqu'au montant et en élaborant un principe de base et en comprenant comment j'en suis arrivé là où j'étais en tant qu'athlète professionnel. Et puis, en utilisant beaucoup de ces mêmes principes et processus pour gérer un peu mon argent et gérer ce que je fais après, carrière et des choses comme ça. C'est fascinant que cela vous ait pris, comme vous l'avez dit, 4 ans pour qu'une personne intervienne et dise essentiellement, vous êtes en train de tout gâcher maintenant. Genre, vous n'allez pas avoir de longévité si vous restez sur cette voie. Et après 4 ans, un long laps de temps pour un sportif professionnel, non? Ce n'est pas comme, tu sais, un couple de semaines. Tu y es, tu le vis, tu le vis. Comme, je veux comprendre même un petit peu de recul, un peu, les, les types de leçons et d'apprentissage que vous avez obtenus en rejoignant la Ligue nationale de hockey. Vous aviez 18 ans, n'est-ce pas? Donc, vous n'étiez même pas à l'université à ce moment. Donc, guidez-moi à travers le jeune athlète. Le monde est votre huître. Vous vous lancez dans l'athlétisme professionnel. Choisissez-vous de ne pas aller à l'université à ce stade? Je suppose que c'est un choix conscient que vous auriez dû faire. Je veux dire, l'argent, tout ce que je suppose un peu de la célébrité qui vient d'avec. Donc, ça va vous perturber dans une certaine mesure. Guidez-moi à travers ces 4 premières années avant que vous ne sembliez vous ancrer davantage. Oui, j'étais déjà un peu ancré. J'ai dû prendre une décision quand j'avais 16 ans si j'allais jouer au hockey junior ou si j'allais prendre la voie de l'université. Mon frère avait déjà choisi la voie de l'université et jouait en D1 à l'Université d'État de Bowling Green. Et j'étais maintenant à cette bifurcation où je devais décider quelle voie j'allais prendre. Et j'ai choisi junior simplement parce que, vous savez, l'équipe avec laquelle j'ai signé allait payer pour mes études. Donc j'avais un peu le meilleur des 2 mondes. Si je ne devenais pas professionnel et ne signais pas de contrat, ils allaient non payer pour mes études. Puis aussi, j'avais juste besoin de la compétition. Je ne voulais pas revenir et jouer en junior B et rester stagnant et ne pas me pousser à continuer à jouer contre une meilleure compétition. Je voulais vraiment continuer à me défier. Et cela m'a, je pense, finalement aidé parce que j'ai commencé à jouer en junior contre des choix de premier tour. Ma première année, j'ai joué contre Eric Lindros, qui était le premier choix global 1 an plus tôt et qui était le prochain meilleur, vous savez, la prochaine chose sur le bloc. Et vous êtes capable de vous comparer et de pouvoir obtenir une idée de où vous en êtes, comment vos compétences se comparent avec le reste des soi-disant meilleurs jeunes joueurs dans le jeu. Et donc, cela m'a donné un bon point de départ et une base pour savoir où je me situe vis-à-vis, vous savez, la draft et, vous savez, les joueurs en devenir. Nous avions aussi quelques choix élevés dans notre équipe. Donc, vous savez, vous vous entraînez et jouez contre ces gars jour après jour. Vous allez vous améliorer. Et j'avais besoin de me mettre au défi et de continuer ma courbe de développement et de vraiment me pousser à cet égard. J'ai donc choisi cette voie, tout en accélérant, vous savez, mon éducation, mon scolarité, de sorte que j'allais obtenir mon diplôme de lycée après ma première année en junior, mais j'avais encore une autre année à jouer en junior.
J'ai donc suivi un cours d'économie à l'Université de Trenton à Peterborough, puis j'ai suivi un cours de psychologie juste pour, vous savez, continuer à apprendre et me lever le matin. Vous savez, vous descendez d'un bus tôt le matin pour rentrer chez vous et vous allez dormir, mais vous devez un peu secouer les toiles d'araignée et bouger. Alors, vous savez, pour moi, ça était juste essayer de continuer ce processus d'apprentissage et de garder l'esprit en mouvement et de se lever à une heure normale. Et vous savez, donc pour moi, c'était une excellente expérience d'apprentissage et c'était plus dans l'état d'esprit pro. Nous avons disputé 72 matchs contrairement à l'université où on en joue 25 à 32. Donc pour moi, c'était juste, vous savez, prendre le bus en ajoutant un peu de stress supplémentaire et tout ça sur votre corps pour le préparer à ce prochain niveau, si vous êtes capable de faire ce saut dont nous allons parler d'argent plus tard. Mais je suis juste curieux, je veux juste parler de sport et d'athlétisme. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez remarqué, je suis sûr que vous l'avez remarqué, mais comment se fait-il que tant de personnes qui jouent à un niveau professionnel si élevé, comment se fait-il qu'il y en ait tant? Qualités de leadership qui se traduisent en affaires. Je vois comme tous les orateurs motivationnels que j'écoute sont comme tous les entraîneurs de football et ils ont tous ces grandes leçons d'affaires. Pourquoi est-ce que cela semble être une condition préalable? Oui, je pense que lorsque vous faites du sport, il y a beaucoup de leaders, beaucoup de suiveurs, mais même les suiveurs apprennent de leurs leaders et apprennent, vous savez, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai toujours été un capitaine adjoint ou capitaine ou ce que vous voulez, un leader sur les équipes, et vous apprenez toujours, vous prenez toujours des morceaux de vous. Vous savez, dès le début de mes jours à Hartford, Pat Verbeek était notre capitaine et apprend comment il se comporte avec les médias, comment il s'entraîne et se prépare pour les matchs. Vous savez combien il est professionnel sur et hors de la glace. J'arrive à Saint-Louis et je regarde Al MacInnis et comment il gère les médias, comment il se prépare pour les matchs et s'entraîne. Et c'est finalement lui qui m'a présenté à l'entraîneur. Vous savez, au fur et à mesure que j'avance, vous savez, j'apprends de nouvelles choses. Et vous savez pas toujours être le gars intense rara, mais s'asseoir en arrière et un peu tirer quelqu'un sous votre aile et dire Hey, vous savez, tout va bien. Y a-t-il quelque chose qui se passe hors de la glace? Qu'est-ce qui se passe avec vous ou vous investissez en eux et obtenez une compréhension de ce qui se passe dans leur vie et pas nécessairement juste dire Hey, tu dois être meilleur. Et vous savez, je donne tout ce que j'ai. Vous savez, souvent, il y a beaucoup plus en profondeur et en vieillissant un peu, j'ai appris ce côté d'être un leader et ce côté d'être un capitaine. Et donc, je pense que c'est inhérent au sport que, vous savez, le leadership compte que vous regardiez tous les différents sports d'équipe, les équipes qui ont un grand leadership de la gestion à l'entraînement aux joueurs, ils sont capables de créer une échelle de responsabilité et capables de vraiment pousser les joueurs à jouer à leur meilleur. Et ils marchent aussi le chemin qu'ils font leur part et mènent par l'exemple. Mais ils sont aussi les premiers gars dans la salle de sport. Ils sont aussi les travailleurs les plus acharnés à l'entraînement. Ils mènent par l'exemple et puis ils vont aussi produire et performer sur la glace, sur le terrain, quel qu'il soit. Et cet exemple exude alors dans le reste de l'équipe comme bien ce gars a joué 30 minutes la nuit dernière. Il est dans la salle de sport ce matin. Bien, je dois aller plus souvent à la salle de sport. Et ce petite chose où après un certain temps, elle déteigne sur les joueurs et puis vous avez 4 gars dans la salle de sport et vous avez 6 gars dans la salle de sport. Et la prochaine chose que vous savez, vous avez 12 gars dans la salle de sport, tous s'entraînant ensemble, tous se préparant. Et maintenant, vous avez cet état d'esprit d'excellence et cet état d'esprit que rien ne va nous arrêter. Et tout cela vient de la répétition et de l'effort que vous vous imposez. Et vous entendez parler de l'héritage. Et vous entendez ces mots à la mode dont on parle tout le temps. Mais combien voulez-vous être bon? À quoi ressemble votre héritage? Combien êtes-vous prêt à sacrifier dans votre temps limité dans votre sport pour être le meilleur que vous pouvez être? Et c'est une question de regarder cela de manière disciplinée et de dire, d'accord, je n'ai pas besoin de faire cela, je veux faire cela, mais qu'est-ce que je sacrifie pour faire cela? Et de réfléchir en arrière. Et quand j'ai rencontré mon entraîneur pour la première fois, nous avons regardé mon calendrier d'été et il a dit, d'accord, je veux que tu boives seulement une fois par semaine. Et j'ai dit, d'accord, je dois aller à un mariage ici et je dois faire cela. Et je vais à la pêche. Et je veux dire, j'ai littéralement barré ces jours-là.
Ce sont les jours où je vais m'amuser et les autres jours, j'étais strict sur mon régime, je m'entraînais, je faisais tout ce que je devais faire. Et parfois, j'étais assis sur mon quai, regardant tout le monde passer en s'amusant, mais c'est le sacrifice et la discipline que cela demande pour être le meilleur dans votre sport. Mais tu as tout déchiré. Ce n'est pas seulement dans les échelons supérieurs, on pourrait dire que tu es dans le pourcentage le plus élevé, le top 1% quand il s'agit de hockey. Je veux dire, tu joues au plus haut niveau, mais peut-être que tu peux me donner un aperçu, un peu d'introspection sur ce qui t'a permis d'y arriver parce que oui, tu étais strict et discipliné, mais beaucoup de gars étaient stricts et disciplinés et je suis sûr que beaucoup de gars se sont donnés à fond et peut-être que certains ont bu un peu plus que d'autres, mais je suis sûr que beaucoup de gars ont vraiment essayé de rester sur leur nourriture et leur nutrition et leur régime. Et qu'est-ce qui rend quelqu'un grand? Qu'est-ce qui t'a rendu grand? Je vais te dire ce qui t'a rendu grand, ce qui t'a rendu dans cet échelon supérieur d'abord. Et avant tout, il faut avoir du talent. Il faut avoir une capacité innée à pratiquer son sport respectif. Et ensuite, je pense que c'est une question de discipline et de capacité à exploiter cette capacité et à continuer à s'améliorer chaque été. Lorsque je me lançais dans mon programme estival et que tu travailles sur des choses pendant la saison morte et tout ça en te préparant pour le camp d'entraînement, si je étais en restant au statu quo, je prenais du retard. Tu sais, la neutralité n'est pas bonne. Il faut continuer à monter et à s'améliorer, que ce soit ta condition physique, que ce soit en travaillant sur tes faiblesses, et nous en avons tous, et en transformant ces faiblesses en points positifs et en améliorant tout progressivement. Tu sais, et c'était juste un processus de travail sur quelque chose chaque été, que ce soit mon patinage, que ce soit mon corps, que ce soit les blessures, tu sais, toutes ces différentes choses que lorsque la saison est terminée, tu évalues comment s'est passée ta saison, ce que tu as besoin d'améliorer, comment se sent ton corps, ce que tu peux et ne peux pas faire à ce stade précis de l'été. Et ensuite, tu construis, OK, voici les choses que je dois faire. Et ensuite, tu te mets au travail. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, c'est mettre du temps et de l'effort, avoir une éthique de travail, et comprendre. Tu sais, certaines personnes pensent là, qu'elles travaillent dur jusqu'à ce qu'elles commencent à travailler à côté de quelqu'un qui travaille dur. Et beaucoup de cela est dans votre mental. Beaucoup de cela est en haut. Tu sais, je ne peux pas. Et il y a beaucoup de fois où tu fais du vélo, tu as l'impression de pousser fort et puis tu te dis, tu sais, un peu comme Jordan l'a fait, j'utiliserai de petites vexations juste pour m'énerver quand je fais du vélo et me pousser plus fort. Et tu sais, utiliser ces choses les jours où tu ne te sens peut-être pas au mieux, où tu n'as pas envie de t'entraîner. Oh, tu sais, ce gars a dit ça de moi. Oh, il pense que je suis surévalué. D'accord, eh bien, je vais te montrer. D'accord, ouais. Et tu sais, tu utilises tout ce que tu peux pour te motiver à travailler plus dur, tu sais, pour terminer ton entraînement plus fort et te pousser à la fin. Et tu sais, plus tu es en forme, plus tu peux te pousser fort. Et tu sais, tu as besoin d'un entraîneur, mais tu as aussi besoin d'être ton propre pire critique et je pense que cela m'a aussi aidé. J'étais mon propre pire critique. Je n'ai pas gardé autour de moi des gens qui me tapotaient dans le dos et avaient de l'honneur autour de toi et te disaient: Hey, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu sais, je voulais être le meilleur que je pouvais être et exploiter mon talent et mes compétences. Il m'a fallu un certain nombre d'années au début de ma carrière pour comprendre comment je devais faire cela et quelles étapes je devais prendre pour commencer. Tu sais, prendre ces prochaines étapes pour devenir un grand joueur et être constant. Tu sais, je pense que tu vois beaucoup de jeunes joueurs arriver dans ces ligues et ils sont vraiment bons, mais ils montrent des éclairs de génie. Et la marque d'un bon professionnel est de se montrer et d'être constant chaque soir. Et cela commence par l'entraînement. Cela commence par l'entraînement. Cela commence et cela construit la base pour les jeux. Les jeux sont la partie facile. C'est tout le travail acharné et tout l'entraînement et toute la préparation avant le jeu qui rendent le jeu facile. Et donc, si tu es un demi-actif, à l'entraînement où tu ne travailles pas très dur à un moment donné, cela va se voir dans les matchs et toutes ces saisons sont si longues que tu sais que tu joues 82 matchs ou 162 matchs de baseball. C'est une longue saison de labeur. Et si tu n'es pas préparé et discipliné sur cette longue période, plus les playoffs, 2 mois d'un long labeur de jeu, potentiellement 28 matchs, il y a beaucoup de choses que tu laisses au hasard si tu ne te prépares pas pour ce qui pourrait être à la fin de l'année. Je souhaite remercier le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, HubSpot.
En développant une entreprise, vous avez beaucoup à gérer. WoosterMS veut obtenir plus de prospects et conclure des affaires plus rapidement. Il vous faut de meilleures perspectives pour interagir avec vos clients. Vous avez besoin d'une gestion de la relation client. Un qui fonctionne dès le premier jour, donne à vos équipes une source centrale de vérité et les aide à faire plus rapidement. C'est là où HubSpot intervient. C'est une plateforme gestion de la relation client tout en un pour accélérer la croissance de votre entreprise sans compromettre l'efficacité. Avec des milliers d'outils personnalisables comme le suivi des publicités, la gestion des médias sociaux et un assistant de contenu IA, vos équipes auront tout ce dont elles ont besoin pour convertir les prospects en leads qualifiés. De plus, vous pouvez personnaliser votre gestion de la relation client avec des applications et des intégrations qui répondent aux besoins de votre entreprise à n'importe quel stade. Donc, à mesure que votre entreprise grandit, le gestion de la relation client de HubSpot grandit avec vous. Commencez gratuitement aujourd'hui sur HubSpot.com. Vous savez, vous avez mentionné une chose que j'ai trouvée géniale dès que vous avez commencé à jouer professionnellement. Vous avez dit que vous vous entouriez essentiellement des meilleurs, des meilleurs. Et je pense que c'est en fait quelque chose que plus de gens peuvent retenir, comme les sports, les affaires. Si vous pensez que vous opérez à un niveau exceptionnellement élevé, entourez-vous simplement des meilleures personnes au monde et vous réalisez que vous n'êtes vraiment pas où vous devez être. Je me souviens même d'une analogie avec le hockey. Je me souviens des gars qui jouaient en junior A au lycée et qui jouaient au palais. Ils allaient à l'outdoor rink. Et puis, un gars qui jouait dans l'Ontario Hockey League revenait chez lui pour Noël ou quelque chose comme ça. Et il montait sur la glace. Et il dansait autour des gars qui jouaient, comme si c'était juste comme vous ne réalisez pas. Et ces gars pensaient qu'ils étaient les meilleurs du reste. Le reste de l'année. Alors vous, savoir si vous vous mettez dans des situations comme cet homme, c'est un véritable électrochoc. Mais cela vous pousse vraiment. Cela vous pousse sérieusement. Comment cela s'est-il passé? Vous savez, au fur et à mesure que vous progressiez dans votre carrière, évidemment, l'argent est une grande partie de la carrière d'un athlète professionnel, mais il y a aussi beaucoup de statistiques vraiment effrayantes sur le fait que plus de 50% des athlètes font faillite et tout ça. Et vous le voyez dans le hockey. Je pense que vous le voyez dans tous les sports, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'un grand nombre de personnes déclarent faillite. Je crois que la situation s'améliore, car si je ne m'abuse, même dans les universités, une éducation financière est désormais imposée à certains athlètes et autres. Mais j'ai trouvé cela très intéressant parce que vous avez établi un lien avec, je suppose que c'était Sam Parr qui vous parlait de Twitter. Expliquez peut-être votre implication sur Twitter. Mais je veux aussi détailler cette histoire que vous avez racontée sur toutes les finances et comment vous avez géré votre carrière de sorte que lorsque vous êtes sorti, vous étiez toujours prêt et que vous pouviez encore avoir de l'argent pour jouer et vous pouviez encore vous préparer pour le reste de votre vie parce qu'un athlète professionnel, leur carrière n'est pas éternelle. Alors guidez-moi à travers tout cela. Comment j'ai découvert que vous étiez dans le monde de la finance et des affaires et ce qui s'est passé avec ça? Et ensuite, nous pouvons parler de et tout ce qui s'est passé dans votre carrière qui vous a éduqué et vous a appris comment investir, comment gérer votre argent et ce que vous faites maintenant. Oui, donc j'ai en fait rejoint Twitter, un ami à moi à Philly. Son fils travaille en fait pour Twitter et j'ai juste décidé de faire le saut et de rejoindre Twitter, d'ouvrir mon kimono et de rejoindre Twitter. Et donc, j'ai un peu mis en place un compte, puis il est resté dormant pendant un petit moment, et puis j'ai rencontré Sam. J'essaie de me souvenir comment je l'ai rencontré. Il aurait pu être sur Twitter. J'aurais pu suivre quelqu'un et il y a eu une interaction ou quelque chose, et puis il est de Saint-Louis, donc il venait regarder mes matchs. Et nous avons discuté quelques fois, et puis j'étais à Austin, et il était là-bas, et nous sommes juste sortis pour dîner pour rattraper le temps perdu. Et il me demandait des finances. Il avait évidemment eu de grands événements de liquidité sur son affaire. Et donc nous parlions juste de finances, et parlions de ce que vous faites avec votre argent, et tout ce genre de choses. Et il est comme, tu sais, nous avons juste commencé à parler des athlètes. Et j'étais juste comme, tu sais, en train de passer en revue toutes les différentes choses qui me sont arrivées et arrivent aux gens que je connais. Et il est comme, mec, tu devrais faire un fil sur ça. Et je suis comme, quoi? Il est comme, ouais, tu devrais faire un fil. Et je suis comme, c'est quoi ça, tu sais? Il m'a aidé à le rassembler un peu. Je l'ai informé brièvement. Nous avons alors commencé à discuter, petit à petit. Et tu sais, il m'a aidé à assembler ça. Et évidemment, il est bien meilleur que moi. Il l'a fait plus d'une fois. Ouais, exactement. Alors, il m'a aidé à le construire et à comprendre comment on fait, pourquoi on le fait d'une certaine manière, etc. Et donc, celui-là est devenu viral et je parlais juste de, je pense, et tu sais, tu vas toujours avoir des réactions négatives
tu vas toujours avoir des détracteurs et je ne suis pas là à me plaindre. Je montre juste aux gens ce qui se passe, à quelle vitesse les choses peuvent déraper et peuvent mal tourner. Et tu sais, que tu parles d'un entourage, que tu parles d'acheter d'eux, tu sais, tu reçois ton premier chèque et tu commences à dépenser. Et tu achètes une voiture, et tu achètes une maison, et tu achètes ceci, tu achètes cela. La prochaine chose que tu sais, tu n'as plus d'argent à investir. Tu n'as plus d'argent pour payer l'assurance. Tu ne sais pas, et tu sais. Et le plus gros problème, c'est qu'on ne t'apprend rien de tout ça à l'école. Ce qui est fou de penser que tu n'apprends pas comment ouvrir un compte chèque. Comment, tu sais, ce qu'est une hypothèque. Tu ne sais pas, tu ne sais rien de tout ça. Donc, c'est un peu absurde de penser. Et ensuite, je passe en revue. Tu sais que ce soit, tu sais, les divorces ou tu sais les mauvais investissements, les gestionnaires d'argent qui volent de l'argent et qui font des affaires louches. Tu sais, ça couvre toute la gamme. Et tu sais. Et ce sont quelques-uns des problèmes. Et puis, il y a évidemment des gens incroyablement réussis qui ont connu de grandes énormes histoires de succès. Donc, tu sais, tu as une sorte de grand spectre de personnes. Et comme j'ai commencé à les guider à travers cela et à en parler, et tu sais, les gens ne réalisent pas que les joueurs paient des impôts. Tu sais, il y a toutes ces choses. Tu sais, ils paient un agent, ils paient pour ceci, ils paient pour cela. Tu sais. Et oui, sont-ils bien lotis? 100% qu'ils le sont, mais ils n'ont pas de base. Ils ne savent pas. Souvent, on ne sait jamais quand ça va se terminer. À 22, 23 ans, vous pensez être prête à toucher votre prochain gros salaire et vous faites mal. Eh bien, maintenant, vous avez établi un modèle de dépense qui n'est tout simplement pas réalisable. Vous pensiez signer un gros contrat, maintenant ce n'est plus le cas. Et maintenant, vous avez cet argent dont vous pensiez vivre, mais vous alliez vous amuser avec le premier lot. Vous savez, chaque discute de son premier contrat signé à Orlando. Je veux dire, il a dépensé tout ça en genre 2 jours. Donc, vous n'êtes pas très bien versé dans la gestion de l'argent et l'investissement, et parce que vous n'avez pas de base, à moins que vous ne veniez d'une famille où ils ont été investisseurs et ont fait des choses que très peu de gens ont. Alors vous êtes vraiment susceptible d'écouter un agent, d'écouter un gars que vous rencontrez. Oh, je suis génial à investir sur ceci et cela. Ces vautours ils sont partout. Ils sont toujours autour de vous. Savez, il y a de grands agents et puis il y a des agents douteux. Je veux dire, ce n'est pas différent de tout comme tous les aspects de la vie. Il y a du bon et du mauvais. Ouais. Et donc, obtenir une compréhension et un point de base. Pour cela, je pense que beaucoup de joueurs ne pensent jamais que le puits va se tarir. Vous pensez toujours qu'il y aura un autre chèque. Je sais, quand j'ai signé mon dernier chèque à Philly, j'avais 34 ans, d'accord, et je savais que ce serait mon dernier contrat. Je me suis dit, d'accord, j'ai parlé avec mon conseiller financier, j'ai dit, d'accord, nous devons obtenir sur un chemin où, d'accord, c'est durable, contrôlez vos dépenses, quoi que ce soit. Vous devez trouver ce nombre que nous pouvons maintenir, qui va être là où nous pouvons continuer à investir. Nous pouvons continuer à faire toutes les choses que nous devons faire pour grandir, mais aussi au style de vie que vous voulez vivre. Et donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de fois où les joueurs n'y pensent pas, ils ne le font pas, ou ils ne le font pas. Ils n'y réfléchissent pas avant la fin. Et une fois que c'est fini, tu n'es pas en train de changer. Tu ne changes pas ta façon de dépenser ton argent. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais tout simplement pas. Si tu voyages en jet privé et que tu achètes des Lamborghini et des Rolls-Royce et toutes ces choses qui coûtent 300 000 dollars, 400 000 dollars, si tu fais ça, tu vas vite épuiser ton argent. Donc, quelques points. Première chose, j'ai regardé ça. 70% des gagnants de la loterie perdent leur argent ou font faillite en 5 ans. Donc, c'est 70% des gens qui savent qu'ils ne vont pas recevoir un autre chèque de paie qui dépensent cet argent. Alors, pense à ça pour une seconde. Alors, imagine maintenant que tu gagnes ce genre d'argent et ensuite tu penses que tu vas recevoir un autre chèque de paie. Tu penses que tu vas recevoir. Et ce n'est pas juste un événement unique. Maintenant, cela s'est ancré en toi pendant 15 ans, donc ça te perturbe. Donc, tu ne penses pas dans le bon état d'esprit, évidemment. Maintenant, je pense que tu... Et voici le deuxième point à cela. Et voici la suite à cela. Toute votre vie, vous vous êtes uniquement concentré sur votre sport, uniquement concentré sur le fait d'être le meilleur dans votre sport que vous pouvez être. Il est probable que vous ne vous focalisez pas suffisamment sur vos études. Et maintenant que vous avez terminé, vous vous êtes complètement immergé dans ce sport. Vous avez passé chaque seconde éveillé à vous acharner sur votre sport. Et maintenant quoi? Et souvent,
Toute votre identité est construite autour de votre sport. Il y a Scott, le joueur de hockey, comment ça va? Ce n'est pas Scott. Ce n'est pas Scott de Toronto. Ce n'est pas Scott de n'importe où. C'est Scott, le joueur de hockey. Vous êtes un joueur de hockey. Non, non, je joue au hockey, mais ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ma seule personne. Alors, plus vous entendez cela encore et encore, cela tend à s'ancrer en vous. Et c'est donc le joueur de football. Alors maintenant, vous pensez que vous êtes juste un joueur de football. Oh, vous êtes juste un sportif stupide. Vous entendez cela encore et encore. Maintenant, vous êtes juste un sportif stupide. Et vous entendez ces choses encore et les gens se disent simplement, d'accord, peut-être que je le suis parce que vous l'entendez tout le temps et ils ne sont pas prêts à aller à l'encontre de la tendance et à contredire les perceptions des gens. Alors, vous suivez simplement le courant au lieu d'essayer de briser ce cycle et d'être intelligent avec votre argent et d'être intelligent dans ce que vous faites et comment vous exposez tout cela. Vous savez, chacun veut protéger sa famille. Tout le monde veut prendre soin de ses amis, mais à quel prix? Comme vous savez, certaines histoires, ce que vous entendez, on se dit incroyable que cela soit arrivé. Alors, parmi les gars avec qui tu as joué, les gars avec qui tu as joué au palais, quel pourcentage d'entre eux pensez-vous avoir eu du mal à un certain niveau? Des gars avec qui tu es proche. Ouais, je ne pense pas que beaucoup des gars avec qui j'ai joué. Tu sais, certains luttent, hein, il n'y a pas de question. Comme le problème, c'est que tu n'en entends pas parler, tu sais, parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ne veulent pas demander de l'aide, parce qu'ils ne sont pas prêts à s'ouvrir à la critique, parce qu'ils ont fait des erreurs. Ils ont conclu un accord risqué, ils pensaient qu'ils allaient gagner à la loterie, et où ils voulaient retenter leur chance à la loterie, tu sais. Tu penses, oh, je viens de gagner à la loterie, j'ai gagné 10 millions de dollars en jouant à mon sport. Tu devrais créer un nid d'œufs et construire à partir de ça, au lieu de risquer le tout en pensant que tu veux être LeBron James ou Kevin Durant et faire tout ce qu'ils font. Pendant ce temps, ils gagnent 40, 50 millions de dollars par an en jouant à leur sport. Ils peuvent prendre ces risques et ils gagnent des centaines de millions de dollars en contrat de parrainage. Les gens regardent la crème de la crème et pensent que je veux être là. Ils n'ont aucune chance d'y arriver. Tu dois être à l'aise dans qui tu es et où tu es pour être un investisseur avisé, tu sais, et chercher pour des célibataires. Tu sais, je dis aux gens que je veux juste des simples et des doubles. Et si un double se transforme en coup de circuit, alors tant mieux. Mais je veux juste des simples et des doubles. Et plus tu fais ça encore et encore, comme tu le sais, tu vas avoir beaucoup de succès. Et trop souvent, ces gens, ils essaient constamment de frapper des coups de circuit. Pourquoi je n'en ai aucune idée. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ou ils voient ce gars qui vole autour sur un jet privé et ce gars avec une putain de McLaren ou quoi que ce soit, ou il est sur un yacht ou quoi que ce soit. Je veux dire, et ils sont jaloux. Alors ils commencent à tout risquer sans raison. Et, et c'est vraiment juste l'état d'esprit et leur esprit qui leur joue des tours. Donc c'est une compréhension et c'est difficile pour les athlètes de, vous savez, vous êtes compétitif, vous êtes motivé, vous savez que vous utilisez cela comme un outil pour vous pousser, mais vous vous poussez vous prenez beaucoup de risques que vous n'avez pas à prendre. Et c'est difficile pour certains gars de sortir de cette compétition. Et, vous savez, toujours essayer d'être meilleur que le prochain gars et juste être heureux avec où vous en êtes. Et vous savez, il y a certainement beaucoup de gars qui luttent. Il y a beaucoup d'histoires de réussite. Il y a beaucoup de gars qui luttent. Je crois que c'est visible dans tous les aspects de la vie. Vous savez, en tant qu'athlète, c'est en première ligne et c'est dans le journal, c'est à la télévision, c'est quoi que ce soit, c'est sur les réseaux sociaux. Je veux dire, je vois tout le temps des gens qui, vous savez, avaient de bons emplois et gagnaient beaucoup d'argent. Et maintenant, ils ont du mal pour une raison quelconque, que ce soit parce qu'ils essaient de suivre les Jones ou, vous savez, d'essayer d'être quelqu'un qui ils sont pas. Et vous savez, je pense que vous savez, la plus grande leçon pour moi, c'est de comprendre qui vous êtes et ensuite d'être qui vous êtes et de ne pas vous soucier de, vous savez, vivre ce rêve qu'ils vivent là-bas et juste vivre votre propre rêve, vivre votre propre vie. Et vous savez, je pense que c'est là que beaucoup de joueurs ont vraiment du mal parce qu'ils essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Comment vous êtes-vous bien préparé?
Avez-vous simplement eu de la chance avec les bons conseils et mentors et conseillers financiers lorsque vous jouiez encore, ou quelle était votre stratégie? Oui, j'ai aussi fait mes premières erreurs. Ne me comprenez pas mal. De travers, d'accord. Faites une bonne erreur. Une bonne erreur. C'est toujours intéressant. De mauvais investissements. Tu sais, comme tu sais, acheté une deuxième maison, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai acheté une deuxième maison en pensant, d'accord, bien, je suis à Sainte-Louis. Tu sais, ce sera un bon endroit pour ma femme pour emmener nos enfants en hiver, ils sont jeunes. Ils peuvent aller se détendre sur la plage pendant que nous sommes en congé pour une semaine de jeu. Et puis, je suis échangé. Donc maintenant, je suis comme bien celle-là n'était pas encore finie. Donc ensuite, je suis comme, d'accord, nous attendrons ici, je veux dire. Tu ne réfléchis pas logiquement aux choses. Et puis, la prochaine chose que tu sais, c'est que tu es coincé avec deux propriétés que tu n'utilises pas. Et tu es comme, d'accord, et tu as ta principale, et tu es comme, hé, pourquoi ai-je besoin de tout ce truc? Et puis le marché s'effondre. Tu es comme d'accord, super. Et ça fait juste, tu sais, tu ne paies pas, tu ne paies pas. D'abord, attention à toutes ces choses, parce que ce n'est pas ton travail. Tu es concentré sur ton travail et tu fais juste des choses sans vraiment regarder les conséquences non intentionnelles. Et puis, tu ne te rends pas compte à quel point tu es dedans. Tu sais, et tu sais, tu penses, d'accord, ça a l'air d'une excellente idée. Tu sais, tu regardes, tu vois certaines de ces affaires et elles sont juste totalement gonflées de frais et toutes sortes de choses, essayant essentiellement de profiter de toi. Oui, tu sais, c'est juste parfois tu fais des erreurs. Tu sais, et je dis à mon financier tout le temps, écoute, de ces erreurs et de cet argent qui a été perdu sont sorties de très bonnes directives pour ce dans quoi nous voulons investir, et ensuite des directives pour ceux avec qui nous ne voulons pas investir. Et à mesure que tu fais ces erreurs, tu es vraiment capable de comprendre à quoi ressemblent les bonnes affaires et les mauvaises affaires et celles qui sont dans ton domaine, et d'autres qui peuvent être des coups de circuit, mais qui pourraient tout aussi facilement tomber à zéro. Et tu dois être prêt tu sais, laisser ces potentiels grands coups partir pour, tu sais, les simples et doubles que vous savez que vous allez juste grignoter, grignoter, grignoter parce que vous n'avez pas à frapper le coup de circuit si cela se produit. C'est génial. Mais le principe autour de l'investissement est qu'il ne va pas être un coup de circuit. Ce sera une très bonne affaire et vous allez gagner de l'argent, préservation de la richesse versus risque fou pour aucune raison apparente que ce soit. Et donc, tu sais, une fois que vous faites ces erreurs, vous apprenez très vite, d'accord. Je n'aime pas ce sentiment. Je n'aime pas ça. Et je ne suis pas un grand joueur. J'ai appris très tôt quand j'étais enfant. J'ai commencé à jouer entre deux et j'ai touché le poteau et j'ai perdu beaucoup d'argent, comme un enfant, et je me dis, d'accord, je ne suis pas un joueur non plus. Je n'aime pas ça. Alors je viens, tu sais quoi? J'ai appris ma leçon. C'est mon histoire de jeu d'investissement. Et je suis genre, d'accord, j'ai fini. Je ne fais plus ça. Alors, quelle est la leçon que vous avez apprise? Alors, quand vous regardez les investissements maintenant, dans qui investissez-vous? Qu'est-ce qui est certain pour vous? Où focalisez-vous vos efforts? Donnez-le. Évidemment, ce n'est pas des paramètres et des directives. Des directives, des paramètres et des directives seraient un caractère des gens. Structure de l'affaire. Levier. Vous savez, avantage versus inconvénient. Vous savez, quel est le, quel est le risque-récompense ressemble à quoi? Vous savez, il y a un certain nombre de facteurs, mais beaucoup se résument au caractère du négociateur. Et ensuite, vous savez à quoi ressemble le profil de risque vis-à-vis de s'il s'agit de levier. Vous savez, quel est le secteur, quel type d'investissement c'est. Et un peu, vraiment, tout ce qui ne rentre pas dans ces garde-fous, je m'en débarrasse. Je m'en fiche. Salut, auditeur de Success Story, c'est Scott. Je voulais juste mentionner le sponsor d'aujourd'hui, le podcast eBay pour les entreprises. C'est une ressource dont chaque entrepreneur devrait profiter. Je suis un podcaster et je prends cela au sérieux. J'ai un niveau d'examen élevé pour les autres podcasts que je recommande aux gens d'aller écouter. Mais celui-ci est bon. Que vous démarriez ou cherchiez à agrandir votre entreprise, ce podcast est votre précieux sésame. Il regorge de connaissances internes sur comment démarrer, gérer, développer une entreprise sur eBay avec des aperçus directs des employés d'eBay sur les lancements de produits et les campagnes. Mais ce n'est pas seulement à propos d'eBay. Il se plonge dans les facteurs externes affectant votre entreprise, comme la déclaration fiscale, le marketing, les ventes,
toutes les choses que vous allez devoir comprendre pour vendre efficacement sur eBay. Construire une entreprise efficacement sur eBay. Qu'est-ce qui le distingue? Il implique des cadres d'eBay et des vendeurs prospères ayant déjà l'expérience et désireux de partager leurs conseils et astuces. Si vous avez une question brûlante, leur séance de questions-réponses aborde les demandes soumises par les vendeurs, tout type de questions. Vous êtes toujours informé. Voici vos prochaines étapes. Ne manquez pas cette source incontournable pour tout ce qui concerne eBay. Écoutez le podcast hebdomadaire eBay pour les entreprises ou que vous obteniez vos podcasts. Il est temps de passer votre entreprise au niveau supérieur avec les insights de ceux qui l'ont déjà fait. Êtes-vous plus personnellement investi dans des choses qui sont plus à un stade précoce? Ou préférez-vous faire des activités plus rentables avec un cash flow et obtenir une part plus tard? Cela? Je sais que chaque fait tout ça et tout le reste, n'est-ce pas? Ouais. Il a un peu plus d'argent que moi. Écoute, tout le monde joue à l'heure. Propre niveau, c'est tout bon, c'est vrai, je disais juste ça, mais toi, Dois, savoir, ouais, plus de flux de trésorerie, plus, moins risqué. Ouais. Tu sais qu'il y a un moment et un lieu pour le capital risque et pour le risquer, tu as à comprendre, tu as tes sauts et tu dois utiliser ces sauts de manière appropriée. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu ne faisais rien de risqué, mais tu essaies de regarder les tranches et combien les sauts sont grands et ensuite tu les alloues en conséquence. Et tu sais, évidemment, si tu parles de venture, c'est fou, risqué, mais c'est le cas. Les récompenses sont là. Ouais, donc un peu de tri et de choix. Donc maintenant, tu sais, dans ta carrière post-joueur, évidemment, tu as probablement eu des leçons d'investissement vraiment difficiles, mais tu en as tiré des leçons, ce qui t'a permis d'avoir probablement des investissements réussis maintenant. Mais tu essaies toujours de te diversifier dans ce sur quoi tu travailles. Donc, quand tu regardes la carrière post-professionnelle d'un joueur, tu as l'investissement, tu construis une entreprise. Maintenant, y a-t-il une raison pour laquelle tu choisis de faire ça? Pourquoi cette catégorie? Pourquoi une entreprise de voyage, de toutes les choses? Quelle était la logique derrière ça? Parce que, évidemment, tu n'as que tant d'heures dans une journée. Les startups ne sont pas faciles. Tu sais que c'est correct? Oui, en fait, c'était le projet passion de ma femme et quelque chose que, tu sais qu'elle a adoré voyager toute sa vie, son père. L'origine de l'entreprise a essentiellement commencé quand elle avait 6 ans. Son père a été diagnostiqué avec un cancer du côlon de stade 4 et on lui a donné 10% de chance de survie. Et avec ça, euh, il a emmené la famille en vacances en Europe ce premier été quand les enfants ont quitté l'école et il a arrêté la chimio et la radiothérapie pour aller en voyage. Elle a pu le voir plein de vie et d'aventures et heureux et tu sais juste excité d'être autour de la famille et de voir ces nouveaux endroits. Et donc, elle a un peu d'un jeune esprit de 6 ans, regardé comme, oh mon Dieu, voyager, c'est génial. Mon père est en bonne santé. Tu sais, toutes ces différentes choses sans vraiment savoir ce qui se passait derrière les scènes. Et puis, ils sont rentrés de ça. Et il est retourné à la chimio et à la radiothérapie qui le frappaient. Et tout le temps, il planifiait le prochain voyage en Asie. Et c'est drôle. C'est comme au début des années 80, il planifiait le prochain voyage en Asie et nous voulions marier la médecine orientale et la médecine occidentale et voulions en savoir plus sur la méditation transcendantale et l'acupuncture et les méthodes de guérison holistique. Et tu sais, c'était assez avant-gardiste dans les débuts des années 80, quand je pense que tout ça était vraiment considéré comme du vaudou et, tu sais, du juju fou. Mais, tu sais, ils sont allés en Asie. Il s'est immergé dans la jungle pendant 2 ou 3 semaines à la fois, apprenant toutes ces choses. Et tu sais, il partait pour voir les sites et les sons. Et voilà, tout en luttant pour sa vie tout ce temps. Puis elle est rentrée chez lui. Tu sais, là, il a reçu un appel de son médecin. Bill, je peux faire une chirurgie radicalement nouvelle. Je te sauverai. Après une chirurgie et 2 ans, soit 4 ans plus tard, on lui a certifié une santé parfaite sans plus aucun signe de cancer. Wow! Donc, elle a pu voir ce que le voyage pouvait faire pour vous, pour votre esprit. Vous savez, esprit, corps, âme. Et vraiment, vous savez, utiliser le voyage comme un outil pour la santé et le bien-être et en quelque sorte rassembler la famille, toutes les différentes choses pour lesquelles ils l'ont utilisé. Vous savez, tôt en elle, vie. Et donc, pour avancer rapidement, vous savez qu'il voyage beaucoup. Et puis, pour avancer rapidement, quand je l'ai rencontré, j'étais au sommet de ma carrière, comme nous venons de le discuter, en train de m'entraîner et de manger et de faire toutes les choses que j'ai faites en été. Elle me demandait pourquoi. Pourquoi ne voyagez-vous pas? Pourquoi ne allez-vous nulle part? Je suis comme, je ne peux pas, je vais où je vais. Il n'y a pas, je ne veux pas manger la nourriture.
qu'il cuisine. Je dois m'entraîner, je dois faire toutes ces choses. Elle est comme bien laissez-moi faire des recherches. Alors elle a commencé à rechercher des endroits, à comprendre, à parler au chef, à parler, à savoir, d'accord, quel genre de gymnase. Et vous savez, vous, tôt 2000, la salle de sport ressemblait à un placard à balai là-bas. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose comme maintenant avec la taille de ces salles de sport et certaines de ses propriétés actuelles. Mais donc elle recherchait un peu, y a-t-il une salle de sport à proximité? Vous savez, pouvons-nous avancer, les intégrer, avons-nous réussi, etc. Ainsi, c'est un petit monde et celui de l'athlétisme est encore plus restreint. Donc, les gens entendent parler de ce que vous avez fait pendant l'été, de vos voyages, etc. Et le facteur de confiance fait que les gens commencent à lui demander où êtes-vous allé? Comment l'avez-vous trouvé? Elle a donc commencé à aider ainsi. Et vous savez, des amis d'amis et ainsi de suite. Et puis, quand nous sommes arrivés à Philly à la fin de ma carrière, les réseaux sociaux ont commencé à décoller et elle postait, vous savez, sur son petit compte Instagram privé des photos de nos voyages et autres choses. Et encore une fois, de plus en plus de personnes que nous connaissions, acteurs et athlètes, peu importe, lui demandaient hé, où es-tu allé? Comment l'as-tu trouvé? Vous savez, ce genre de choses. Et donc, vous savez, ça a commencé à faire tilt dans son cerveau. D'accord, vous savez, nous avons 20 personnes qui me demandent. Vous savez, comme vous devriez peut-être transformer cela en entreprise. Mais je me suis blessé. Sa mère a eu un cancer du sein et malheureusement, son père a eu un accident vasculaire cérébral invalidant. Et donc, vous savez, nous avions 3 jeunes enfants à la maison. Donc, d'un point de vue timing, ce n'était pas le bon moment. Et puis, nous sommes rentrés ici à Saint-Louis. Malheureusement, son père est décédé. Mais notre mère va bien. Je vais bien. Les enfants grandissent. Mon aîné commence à conduire. Et c'est un peu le précurseur pour elle. Genre, d'accord, je peux maintenant commencer à travailler sur ça, à assembler certaines pièces. À l'époque, je travaillais avec les Florida Panthers en tant que conseiller principal pour le GM. Et donc, je l'aidais à établir des connexions et à regarder les finances et ce genre de choses. Et vous savez, au fur et à mesure qu'elle commençait à construire, je l'aidais. Et je me disais, ouais, j'aime bien ça, c'est intéressant, l'espace hospitalier, tout le monde est content. Ouais, ce n'est pas comme le sport où tout le monde est énervé. Ouais. Donc c'était, vous savez, pour moi, c'était assez intéressant. Et vous savez, tant de gens formidables et tant d'histoires incroyables, des destinations incroyables que je me suis dit: «C'est plutôt cool» et donc j'ai, vous savez, quitté mon travail là-bas et commencé à travailler avec elle et vous savez, à travailler sur mes investissements. Mais, vous savez, travailler sur cette entreprise Well Inspired et vous savez, juste essayer de la démarrer à partir de zéro et de la construire et bien sûr, vous savez, juste au moment où nous commençons à avancer et vous savez, après environ 1 an, le covid frappe et oui, et cela a posé quelques nouveaux problèmes et donc c'était, heu, vous savez, c'était une période intéressante, mais cela m'a permis d'avoir une meilleure perspective sur une petite entreprise, mais aussi sur la construction d'une entreprise, ce que cela demande en termes d'engagement de temps. B, en termes de, vous savez, toutes les nuances qui sont impliquées dans une entreprise, même à cette échelle et taille. Il y a beaucoup de pièces mobiles et beaucoup de choses qui peuvent se produire, qui peuvent dérailler le processus. Donc, ça a été une excellente expérience d'apprentissage et quelque chose que, vous savez, nous continuons à travailler et vous savez, vous aviez vos critères d'investissement. Et comment vous vous lancez dans quelque chose? C'est comme si vous y alliez. Vous le comprenez, vous le déballez, vous le décomposez jusqu'à ses os nus, un peu comme ce que ce formateur vous a fait lors de votre 4e année. Maintenant, lorsque vous construisez une entreprise, y avait-il des critères que vous avez appliqués à l'entreprise, une certaine façon dont vous voulez construire cette entreprise? Des critères pour les personnes que vous embauchez, la façon dont vous évoluez, quel a été le plus grand apprentissage qui a eu le plus grand impact sur cette start-up que vous êtes en train de construire? Oui, je pense plus ou moins créer des valeurs fondamentales qui vont être, vous savez, des piliers de qui nous sommes ce qu'est notre entreprise. Vous savez, je pense que l'intégrité est essentielle, surtout dans cette entreprise, avec les informations que vous manipulez. La confidentialité est essentielle. J'étais très privé quand j'étais joueur et je n'aimais pas que les gens sachent où j'allais, ce que je faisais, ce que je faisais. Vous savez, nous ne parlons pas des clients, nous ne discutons pas de ce qui se passe. Vous savez, en dehors du bureau, vous savez, je pense que la philanthropie a toujours été une grande partie de qui je suis et de qui nous sommes en tant que famille et de donner en retour. Et donc, nous avons
vous savez, nous nous assurons de donner de l'argent à quelques causes différentes ici à Saint-Louis, mais vous savez, leur portée est mondiale et donc nous sommes capables de réinvestir dans la communauté plus large, si vous voulez, et essayer d'être un phare d'espoir de quelque manière que nous le pouvons. Et vous savez, je pense qu'en regardant une entreprise, c'est le caractère, c'est l'intégrité, c'est le travail acharné. Vous savez, je pense que c'est quelque chose que ma femme savait en entrant avec moi, c'est que si je dis que je vais le faire, alors je le fais. Et je ne trempe pas un orteil, ce sera les 2 pieds qui tombent dedans. Et donc, vous savez, c'est mettre le temps et l'effort et l'aide pour apprendre le métier et comprendre le métier. Et puis, vous savez, trouver des moyens que vous pouvez appliquer d'autres compétences que vous pourriez avoir dans l'entreprise qui vont vous donner un avantage et vous permettre l'opportunité d'exceller et de grandir et de développer votre entreprise à un niveau supérieur. Et si vous allez parler à un entrepreneur qui commence quelque chose, quel serait le conseil ou le conseil que vous leur donneriez? Ne le faites pas dans l'industrie des services pendant la pandémie. C'est bien. Conseil. Je dirais simplement que il y a beaucoup de choses de back-office. Vous savez, vous pensez que je veux faire cette entreprise, ce sera clair et net. Et beaucoup de choses sont claires et nettes. Mais des taxes au reporting, en passant par les choses de back-office, que beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'apprendre et de comprendre. Cela peut vous frapper d'un coup et peut, vous savez, abattre. Cela abat beaucoup d'entreprises parfois. Alors préparez-vous et soyez prêts. Pour cela, soyez prêts. Vous savez, si vous allez faire quelque chose, immergez-vous dedans, comprenez-le et modélisez-le vraiment après comment vous voudriez qu'une entreprise soit. Vous savez, quand je regarde, vous savez, je veux des gens comme moi, comme clients. Alors comment voudrais-je être contacté dehors, quoi? Comment? Le ferais-je? Vouloir être traité? Comment le ferais-je, tu sais? Et comment en êtes-vous arrivé là, à partir de cette reconstruction? Très astucieux. D'accord, finissons-en. Je souhaite rassembler tous vos réseaux sociaux pour que les gens puissent aller s'y inspirer et se connecter avec vous. Avant de conclure, j'ai une question habituelle à poser à chaque invité. Mais d'abord, où diriger les gens? Site web, réseaux sociaux, où préférez-vous? Une bonne question. À Chris Pronger sur Twitter, je dois regarder ici. Je ne me souviens pas, pas de souci. C'est à The Chris Pronger sur Instagram. À Chris Pronger sur Twitter, à Well Inspired Travels sur Instagram et puis wellinspiredtravels.com. Magnifique. Ceux-là sont tous les identifiants pour nos trucs. Dernière question, donc après, votre carrière en tant que joueur, en tant qu'investisseur, maintenant propriétaire d'entreprise, entrepreneur, que signifie le succès pour vous? Pour moi, le succès, c'est de me réveiller chaque jour excité d'aller voir ce que la journée va apporter. Il y a toujours quelque chose de nouveau à travailler, toujours quelque chose de nouveau à voir, surtout dans ce secteur du voyage dans lequel nous sommes. Il y a toujours quelque chose d'intéressant chaque jour. Et vous savez, parler aux gens, sortir de ma zone de confort. J'étais toujours introverti quand j'étais jeune. Et maintenant, j'ai essayé de tourner la page sur cela et d'être un introverti extraverti et d'essayer d'apprendre à parler aux gens. Je suis beaucoup plus à l'aise à parler aux gens que je ne l'étais certainement quand je jouais. Je détestais parler aux gens et maintenant, vous savez, vous devez vous mettre au défi. Vous devez sortir de votre zone de confort. Et vous savez, je pense que beaucoup de gens ont du mal avec une passion parce qu'à l'intérieur de cette passion, il y a une peur. Et vous savez, c'était une passion pour moi. Sais-tu? J'ai l'intention d'appeler des gens au hasard et de leur parler constamment. Tu sais, le rejet, c'est le rejet, peu importe maintenant, ça n'a pas d'importance.